et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Affaires d'État, des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je suis Marie-Sophie Demoflis, docteur en droit et chargée de cours pour les programmes de baccalauréat à la faculté de droit et de droit et politique appliqué de l'État. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thibaut Carrère, maître de conférences en droit public à l'Université d'Avignon en France, et qui est également co-directeur du Master 2 Droit du numérique, Droit des données du numérique. Bonjour Thibaut, et merci d'avoir accepté mon invitation. Et je dois dire que je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'accueillir Thibaut Carrère, qui est mon grand ami depuis 15 ans, depuis qu'on a fait notre Master 2 ensemble. Merci Marie-Sophie et merci pour l'invitation. Je suis également très honoré et très content de faire ça avec toi. Alors, avant d'aborder tes sujets de recherche, peux-tu nous parler de ton parcours académique et professionnel afin que nos auditeurs en apprennent davantage sur toi ? Tout à fait. Alors après une licence de droit général, un baccalauréat de droit, comme on dit ici, je crois, j'ai fait un master spécialisé en droit constitutionnel, qui a été l'occasion de rédiger un mémoire sur les critiques des droits fondamentaux, les discours critiques relatifs aux droits fondamentaux. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une thèse à l'Université de Montpellier, donc auprès du professeur Alexandre Viala. Thèse qui s'intitule « La démocratie constitutionnelle à l'épreuve du républicanisme », où j'ai donc étudié la philosophie républicaine. Et ensuite, j'ai continué mes recherches donc, plutôt en philosophie du droit et en théorie du droit constitutionnel. Et je me suis également orienté sur certaines recherches peut-être plus pratiques en droit public du numérique. Et ça a été l'occasion d'être recruté définitivement à l'Université d'Avignon suite à différents contrats. Et c'est pourquoi, comme tu l'as dit, je suis maintenant co-directeur du Master 2 Droit des données numériques. Bravo. Alors, dans notre épisode aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui a fait justement l'objet de ta thèse et qui anime encore tes recherches aujourd'hui. Il s'agit donc du républicanisme. Alors, j'ai le sentiment que la notion de républicanisme est polysémique. Elle relève à la fois d'un discours politique, en ce qu'elle s'apparente à la doctrine défendue par les partisans de la République, mais elle renvoie également à une notion de philosophie politique qui a trait au rapport que l'État entretient avec ses citoyens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu définis le républicanisme et s'il est exact de dire que c'est une notion polysémique ? Alors tout à fait, le républicanisme et même l'invocation plus générale de la République a différentes utilisations. C'est vrai que dans un sens faible, sont républicains tous ceux qui s'opposent à la monarchie. Donc ça, c'est le sens peut-être faible que j'ai écarté assez rapidement de mes travaux dans la mesure où j'ai constaté que le républicanisme avait une philosophie beaucoup plus dense que celle-ci. Et ensuite, et c'était l'une des principales difficultés, je crois, de mon travail doctoral, c'était de distinguer entre le républicanisme dans le discours politique, tel qu'il est utilisé par le personnel politique pour défendre un certain nombre d'idées, et la philosophie républicaine en tant que philosophie politique, comme tu l'as dit. Alors là, pour ce qui est du discours politique, notamment en France, le républicanisme, il est surtout invoqué autour de certaines grandes valeurs. On parle souvent des valeurs républicaines. Bon. Et en réalité, ces valeurs républicaines, elles sont invoquées par tout le spectre politique. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde en France se revendique de la République. C'est comme si c'était quelque chose de commun. Évidemment, tout le monde met des choses très différentes derrière. Et c'est là où, finalement, le terme perd parfois un peu de son sens. Mais globalement, la thématique autour de laquelle se concentrent les invocations de la République, c'est essentiellement la laïcité. Voilà. En France, quand on parle de République, on parle essentiellement de laïcité. Et on a une conception assez singulière de la laïcité en France, centrée autour... qui a évolué, disons. Puisque au départ, la laïcité, la loi de 1904, c'est essentiellement l'idée de séparer l'Église et l'État, et donc c'est l'idée d'une neutralité de l'État et de ses agents, qui ne doivent pas montrer qu'ils sont partisans d'une religion quelconque. Et progressivement, depuis les années 2000, cette laïcité, elle a évolué au nom des valeurs républicaines pour s'imposer à la sphère privée, pour s'imposer aux individus privés. Et donc, la République, elle a été invoquée pour imposer aux lycéennes de ne pas porter le voile au lycée. L'équivalent du cégep. Voilà.
Merci. Donc ça, c'était le début des années 2000. Progressivement, là, la dernière loi en date, c'est la loi confortant le respect des principes de la République. Donc là, il y a une vraie invocation des valeurs républicaines. Et là, c'était essentiellement pour encadrer les associations cultuelles et également l'enseignement à domicile, pour éviter un certain nombre de dérives qui avaient été constatées en France. Et donc, on voit ça donc, dans le discours politique, laïcité est beaucoup centré sur l'école aussi. Laïcité et école, finalement, c'est là les deux grandes thématiques des valeurs républicaines. Voilà, donc ça, c'est plutôt l'aspect politique. Si on s'intéresse à l'aspect de philosophie, là, on est en réalité très éloigné de tout ça. On est en réalité très éloigné, j'imagine qu'on y reviendra, mais la philosophie politique républicaine, c'est une philosophie centrée sur la liberté de l'individu, qui va se distinguer ensuite du libéralisme, mais voilà, qui défend finalement l'idée selon laquelle un individu ne peut être libre que s'il vit dans un État libre, dans une république. Voilà. Alors justement, tu parlais de liberté. Peut-être qu'on pourra apporter la question du libéralisme. Le libéralisme, on en entend beaucoup parler, c'est particulièrement le cas au Canada, tandis que, comme tu l'indiquais à l'instant, le républicanisme en tant que notion de philosophie politique, ça semble assez peu connu. On l'entend surtout utilisé comme notion politique. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à étudier le républicanisme ? Et est-ce que tu peux nous expliquer si le républicanisme et le libéralisme sont opposés, ainsi qu'on l'entend souvent, ou s'il y a d'autres grandes doctrines qui s'opposent à la vision républicaine ? Alors, ce qui m'a amené à étudier le républicanisme, c'est justement mon mémoire de Master 2, qui portait sur les critiques des droits fondamentaux. Et parmi ces critiques, certains auteurs invoquaient la République. C'est-à-dire c'était au nom de la République qu'ils faisaient un nouveau type de critique en disant l'individualisme prend le pas sur les décisions collectives et ça, c'est à cause des juges et c'est à cause des droits et libertés. Bon. Donc, je me suis intéressé à ce discours et c'est à cette occasion que j'ai vu qu'en fait, il fallait très bien distinguer le discours politique du discours philosophique qui ne disait pas du tout la même chose. La philosophie républicaine, globalement, elle a en commun avec le libéralisme de mettre en son centre, comme valeur cardinale, comme la valeur la plus importante, la liberté. Sauf que les auteurs républicains, comme Philippe Petit par exemple, ils ne définissent pas la liberté de la même façon que les libéraux. Et c'est ça, c'est leur définition de la liberté qui va changer, c'est ça qui va faire que ce sont deux doctrines différentes. Bon. Les auteurs libéraux classiques définissent la liberté comme une absence d'interférence. Dès qu'il y a une interférence, dès que je suis empêché de faire quelque chose, ma liberté est atteinte. Les auteurs républicains, ils complexifient un peu la question. Et ils disent notamment que toute interférence n'est pas attentatoire à notre liberté. Puisque eux, ils définissent la liberté non pas comme une absence d'interférence, mais comme une absence de domination. Voilà. Et donc finalement, les libéraux, toute loi adoptée par l'État qui va limiter, qui va interférer dans la vie des individus, c'est une atteinte à notre liberté. Pour les républicains, non, il faut distinguer. Il y a certaines lois qui, au contraire, même si elles interfèrent avec certains de nos choix, vont renforcer notre liberté finalement, ne vont pas être une atteinte à notre liberté. Bon, là, il y a un exemple assez simple qui permet de bien distinguer, qui est notamment très visible aux États-Unis, c'est la question du financement des campagnes électorales. Si j'adopte une législation pour encadrer le financement, par exemple pour mettre des plafonds, pour pas que les plus riches puissent mettre des millions et des millions de dollars dans les campagnes électorales, d'un point de vue libéral, c'est une interférence. J'empêche certaines personnes d'exercer leur liberté par le biais du financement. D'un point de vue républicain, au contraire, ce type de lois vont renforcer la liberté dans la mesure où une trop grande disproportion d'investissement dans la vie politique, ça va faire que les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas mettre de l'argent dans la vie politique, ils vont être de fait dominés par les personnes les plus riches. Et donc là, je crois que c'est un bon exemple parce qu'on voit bien la différence entre absence d'interférence et absence de domination. Merci pour cet éclaircissement.
Alors on parlait juste avant du discours politique, du fait qu'il y a à la fois un discours politique et un discours de philosophie politique ou juridique, en fait, sur le libéralisme, ce que tu as expliqué à l'instant. Mais alors comment expliquer ces différences entre ce discours juridique ou de philosophie dont tu viens de nous parler et le discours politique lui-même ? Mais également la question que je me pose par rapport au fait que tu as expliqué tout à l'heure qu'il y a une utilisation qui est faite par finalement l'ensemble des partis politiques de la notion de républicanisme, c'est comment expliquer que les partis politiques utilisent tous cette notion de républicanisme à dessein et même parfois de façon quasi instrumentale. Alors, je crois qu'il y a eu un glissement, et un glissement qui est vraiment perceptible en France d'ailleurs, mais tu me diras peut-être si c'est le cas au Québec, qui est un glissement de l'idée de république à l'idée de nation, et à une certaine conception de la nation. Et bien souvent, quand on lit personnels politiques ou certains auteurs un peu plus engagés, on constate que ce n'est pas vraiment la République qu'ils défendent, c'est une conception un peu unitaire de la nation. Alors comment expliquer ce glissement ? Ce glissement, il n'est pas simplement stratégique. Ce glissement, il peut se voir chez certains auteurs, et en France, je pense que le glissement, il date de Jean Bodin. Jusqu'à Jean Bodin, la République était perçue d'une façon différente, et à partir de Jean Bodin va modifier un peu la définition de ce qu'était la République jusqu'ici pour la faire coïncider avec sa défense de l'État et sa défense de la souveraineté. Et donc, on va glisser d'une conception de la République plutôt conflictuelle, plutôt pluraliste, on va dire, c'est-à-dire qui défend l'idée que différentes opinions peuvent cohabiter, avec une conception très unitaire, très centrée sur l'idée de souveraineté. Et donc, je pense que le glissement philosophique, il vient de là. Il vient de là, de Jean Bodin, de cette idée que finalement, la République se confond avec l'État et avec la souveraineté de l'État. Et donc avec l'idée de centralisation du pouvoir, l'idée qu'on va unifier le pouvoir autour d'une seule voix, et ensuite ça sera Rousseau, la volonté générale, etc. Donc qui réduit un peu les voix discordantes, qui soumet les libertés individuelles à un pouvoir collectif. Alors, ce glissement, ça explique notamment pourquoi finalement le renouveau républicain dont je parle depuis tout à l'heure, il a été assez peu perçu en France. C'est-à-dire qu'en France, on a continué à se centrer sur les valeurs républicaines, l'idée de souveraineté nationale ou souveraineté du peuple, peu importe, plutôt que la véritable idée républicaine. Également, donc ce glissement, il a ensuite été récupéré, je pense, par le personnel politique. Et donc là, il faut distinguer, c'est-à-dire il faut distinguer là un peu entre gauche et droite, je pense, dans cette idée. Je pense que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée nationaliste ou le nationalisme, disons, n'a plus bonne presse. Et donc finalement, on a caché ce néo-nationalisme derrière l'appellation République. Ça, je pense que c'est plutôt pour le spectre droit de la politique qui a fait ça. En France ? En France, oui. Et pour ce qui est de la gauche, l'invocation de la République a toujours été majeure dans les partis politiques de gauche. Mais là aussi, on peut constater un glissement. Où est-ce qu'on constate que le discours républicain est le plus fort dans la sphère politique de gauche ? C'est plutôt au Parti socialiste, donc qui est plutôt un parti de centre-gauche, si on essaye de cartographier un peu les partis actuels en France. Et le reproche qui a été fait à ce parti notamment, c'est d'avoir un peu abandonné la question sociale et de s'être recentré sur les valeurs républicaines. Donc sur les valeurs de laïcité, etc., parce que le Parti socialiste a exercé le pouvoir et n'a pas finalement appliqué les dispositions sociales qu'il entendait appliquer. Soit qu'il n'a pas pu, soit qu'il a reculé. Merci. Par rapport au Québec, je pense effectivement qu'on retrouve peut-être d'une certaine façon ce glissement au sens où quand on invoque peut-être la République, en fait, on parle beaucoup de nation québécoise et de l'identité québécoise et du nationalisme québécois. Donc, j'ai peut-être un peu ce sentiment-là aussi. Mais
quand même avec réserve parce que je ne connais pas suffisamment le système politique. Alors tu parlais du fait que la notion de républicanisme se rapporte beaucoup aux droits et libertés. Donc maintenant que nous avons parlé des différentes définitions du républicanisme, je souhaiterais peut-être t'interroger sur les implications du républicanisme au regard des droits et libertés. Au Canada, il existe au sein de la Constitution fédérale une charte des droits et libertés, tout comme au niveau provincial et au Québec existe également une charte québécoise des droits et libertés. Tous deux vont protéger des droits individuels comme le droit à la vie, la liberté d'expression, la liberté de religion, mais elles vont également, ces chartes, protéger des droits collectifs. Parfois, ces deux types de droits, individuels, collectifs, sont mis en contradiction. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la pensée républicaniste à ce sujet ? Alors là, il faut replacer le républicanisme dans son contexte d'énonciation. C'est-à-dire que le républicanisme, il arrive à partir des années 70-80. Enfin, il connaît un renouveau à partir des années 70-80, notamment pour s'opposer au libéralisme et pour proposer une alternative acceptable au libéralisme, finalement. Je vais m'expliquer. Le débat sur la liberté, il a été particulièrement déterminé par un auteur qui s'appelle Isaiah Berlin et qui a fait une distinction fondamentale entre liberté négative et liberté positive. Et cette distinction, ensuite, elle va déterminer tous les débats sur la liberté pendant 50 ans ensuite. Isaiah Berlin, il distingue la liberté négative, qui serait le fait de protéger les individus des atteintes, notamment de l'État, en lui réservant une sphère constituée de droits fondamentaux, droits et libertés, ça dépend du vocable. Et ça, ce serait la liberté négative. De l'autre côté, la liberté positive, ce serait la liberté de chacun de participer à la prise de décision collective. Ce serait ce que Benjamin Constant appelle la liberté des anciens, finalement. Dans l'Antiquité, on était libre lorsqu'on participait à l'agora, lorsqu'on participait à la prise de décision collective à Athènes ou à Rome. Bon. Et donc la question qui se pose, c'est le républicanisme, où est-ce qu'il se situe ? Le libéralisme, c'est essentiellement de la liberté négative. Okay ? C'est préservé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le républicanisme, c'est de la liberté positive. Okay ? Ce serait une opposition trop exagérée. Lorsqu'on lit Philippe Petit, le point de départ, c'est quand même la liberté de l'individu. C'est quand même protéger la liberté individuelle, donc c'est quand même la liberté négative. Donc il n'est jamais question, pour Philippe Petit, par exemple, de sacrifier la liberté individuelle au prix d'une liberté collective. Ça, il n'en est pas question. Néanmoins, là où le républicanisme va se distinguer du libéralisme, c'est sur la place de la démocratie. C'est-à-dire que pour les auteurs républicains, la démocratie, c'est une condition nécessaire à la protection des libertés individuelles. Pas de liberté individuelle sans démocratie. Là où chez les libéraux, le lien entre liberté et démocratie, il est plus complexe en réalité, parce qu'on pourrait très bien imaginer un régime libéral non démocratique, c'est-à-dire là où les individus ne participent pas à la prise de décision, une sorte de despote éclairé, qui prendrait des décisions protectrices des droits et libertés, mais non démocratiques. Voilà, pour les républicains, ça c'est impossible. Nous ne pouvons être libres que dans un État libre, et être dans un État libre, ça signifie participer à la prise de décision collective. Donc la démocratie, c'est une condition de la liberté individuelle, finalement. C'est ce que les auteurs républicains, en reprenant Machiavel, appellent un peu la vertu civique. La vertu civique, c'est l'idée que les individus doivent participer à la prise de décision collective pour garantir leur liberté individuelle. Mais, pour revenir sur la question, parce que je pense que je m'en suis un peu éloigné peut-être, je m'en excuse, il n'est en aucun cas question pour les auteurs républicains de sacrifier la liberté individuelle au profit de principes collectifs. Donc, si je résume, dis-moi si j'ai juste, dans la pensée républicaniste, il n'est pas question de chercher à faire prévaloir les droits collectifs face aux droits individuels. Non, l'individu est toujours premier. Donc clairement pas, il ne s'agit pas de faire primer un certain nombre de droits collectifs. Après,
là où je nuancerais un peu, c'est qu'on peut dire qu'il y a certains principes qui sont élevés au même niveau que certains droits. Ça peut exister. Mais par exemple, sur l'exemple de la laïcité, qui est le plus dirimant, je pense, les auteurs républicains, ils partent de la liberté de culte. Leur point de départ, c'est toujours la liberté de culte. Et la neutralité, elle s'applique ensuite à l'État et pas aux individus. Donc c'est vraiment la liberté individuelle qui prime dans ce cas-là. Ça signifie donc, là encore si je comprends bien, que le républicanisme va mettre de l'avant la neutralité de l'État vis-à-vis des individus, mais non pas la neutralité des individus vis-à-vis de la société ou de l'État lui-même. Exactement. Si vous voulez, la laïcité, c'est vraiment fait pour protéger des dominations extérieures. C'est pas fait pour protéger l'individu contre lui-même. Si l'individu a envie de suivre une religion, bien évidemment que c'est la liberté de culte qui va primer. Donc la laïcité, au départ, elle est pensée par les auteurs républicains comme la neutralité de l'État, éventuellement de ses agents. Donc là, oui, quand on est agent de l'État, on est parfois limité dans sa liberté individuelle, quand on est enseignant, par exemple, mais certainement pas dans la sphère privée. C'est pour ça que des auteurs républicains, en France, Jean-Fabien Spitz notamment, ont écrit pour critiquer cette dérive. La dérive qu'on constate en France, qui fait que la laïcité d'abord était appliquée à la sphère publique et s'applique de plus en plus à la sphère privée et aux individus privés, au nom des valeurs républicaines. Et lui explique dans un très bel ouvrage qui date d'il y a 2-3 ans, qui s'appelle justement « Quelles valeurs républicaines ?» où il explique justement que ce glissement, il ne peut en aucun cas être fait au nom de l'idée républicaine. Il peut être fait au nom d'autres idées, pas de problème, une certaine idée de la nation, une certaine idée de la protection de certains droits, etc., mais pas au nom de l'idée républicaine. Alors en parlant de laïcité, j'aimerais justement porter à ta connaissance ce qui s'est passé au Québec. Donc au Québec a été adoptée en 2019 la loi sur la laïcité de l'État. Et cette loi, elle a été adoptée en vertu de la disposition de dérogation qui est énoncée à l'article 52 de la Charte québécoise. Cela signifie que la loi s'applique quand bien même elle porterait atteinte à certains droits et libertés qui ont été consacrés par la Charte. On a un autre exemple qui est celui de la loi sur les langues officielles et communes du Québec, le français, qui a été adoptée un petit peu plus tard, en 2022, et qui, elle aussi, a été adoptée en vertu de la disposition de dérogation à l'article 52 de la Charte québécoise, mais aussi consacrée à l'article 33 de la loi constitutionnelle de 1982. Lorsque cette disposition de dérogation est invoquée, donc pour pouvoir accepter une atteinte aux droits et libertés éventuels, on soulève régulièrement l'argument de la souveraineté parlementaire. Alors, est-ce qu'une telle forme de souveraineté parlementaire est reconnue ou approuvée par le républicanisme ? Alors, c'est là où il va falloir faire certaines distinctions. Parce que pour l'instant, j'ai parlé du républicanisme un peu comme un tout. Évidemment, comme dans le cadre du libéralisme où il y a différents auteurs libéraux et donc un peu différents courants, il peut y avoir dans le républicanisme certains courants différents ou en tout cas certains points de débat où des gens qui s'affirment républicains, qui défendent l'idéologie la philosophie républicaine, vont débattre d'un point précis. Est-ce que c'est compatible ou non avec la philosophie républicaine ? Bon. Et donc là, on peut en distinguer deux grands courants. Un courant plutôt anglo-saxon, plutôt tenu par des auteurs britanniques du Royaume-Uni, qui, eux, défendent cette souveraineté parlementaire. Donc là, on rejoint peut-être une certaine tradition britannique du républicanisme, parce que paradoxalement, mais alors même que c'est une monarchie séculière, le républicanisme se déploie aussi au Royaume-Uni. Ce qui peut paraître un peu paradoxal du fait que ce soit une monarchie. Donc on n'a pas
à l'idée de façon immédiate le fait que l'idée républicaine s'y déploie. Exactement. Et justement, c'est là où finalement l'idée républicaine est bien plus large qu'une simple opposition à la monarchie. Donc, chez ces auteurs, comme Adam Tomkins par exemple, lui défend vraiment l'idée que la souveraineté parlementaire c'est important dans la mesure où elle est le reflet de la volonté populaire. Et donc, un juge ne saurait se situer au-dessus de cette souveraineté parlementaire. D'autres auteurs, comme Philippe Petit, eux, insistent sur le fait que malgré tout, il faut des garde-fous et il faut des contrôles. Et eux placent dans le juge une importance capitale dans la mesure où ils estiment que le juge doit pouvoir parfois, dans certains cas, contrer la volonté parlementaire. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle souveraineté parlementaire, c'est bien souvent la volonté d'une majorité à un moment donné, dans un lieu donné, et donc qui peut parfois porter atteinte à certains droits et libertés. Donc là, il faut faire cette distinction-là. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est quelle est l'alternative présentée. L'alternative, c'est soit souveraineté parlementaire, soit justice constitutionnelle, j'imagine. C'est à ça qu'on oppose la souveraineté parlementaire. Et il y a chez les auteurs républicains une certaine critique de la justice constitutionnelle dans la mesure où la justice constitutionnelle ne devrait pas non plus se substituer à la volonté démocratique, en tout cas représentative à la limite. Et donc c'est là où, si on peut émettre une critique, parce que tout n'est pas bien dans le républicanisme, on sent un peu une tension là. On sent qu'il y a la volonté de défendre la démocratie, même représentative, la participation du public éventuellement aussi, par le biais de référendums ou ce genre de choses. D'un autre côté, la volonté de contrôler, parce qu'il y a des risques à cette volonté majoritaire. Et donc, cette tension, elle est difficile à dénouer dans la mesure où on ne peut pas non plus faire du juge le garant ultime de notre démocratie qui serait amené à prendre toutes les décisions. Alors justement, parlons du juge, Thibaut. Oui. Alors, après avoir parlé justement de la souveraineté parlementaire et peut-être de la tension qu'il existe avec les juges, à cet égard, on entend souvent parler du gouvernement du juge. On l'entend souvent autant au Canada qu'en France qu'aux États-Unis, comme une critique assez acerbe du fait que les juges, par leur pouvoir interprétatif, empiéteraient sur les pouvoirs politiques. Alors, qu'en penser au regard de la protection des droits et libertés telle qu'elle est perçue et pensée par le républicanisme ? Alors effectivement, le gouvernement des juges en France, c'est une thématique un peu à la mode, surtout dernièrement, puisqu'il y a eu deux décisions de justice qui ont fait beaucoup de bruit, l'une concernant Marine Le Pen, donc une leader d'extrême droite en France du Rassemblement national, et l'autre concernant Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République. Et suite à ces décisions qui ont condamné ces deux personnes, la thématique et le spectre du gouvernement des juges est un peu revenu. Alors, je crois qu'il faut faire ici plusieurs distinctions. Parce que quand on parle de gouvernement des juges, en fait, on renvoie à trois choses distinctes. La première chose, c'est celle qu'on a déjà un peu commencé à aborder, dont tu as très bien parlé. Du fait de son pouvoir interprétatif, notamment, le juge constitutionnel va parfois imposer des principes qui ne sont pas forcément écrits dans la Constitution. Il va l'imposer à une majorité politique qui aura adopté une loi. Et donc, si le juge ne faisait qu'appliquer un texte, ce pouvoir serait finalement assez neutre, mais on sait depuis maintenant assez longtemps, depuis les auteurs réalistes, qu'ils soient américains, nord-américains ou français d'ailleurs, que le juge ne fait pas qu'appliquer le droit, qu'il crée aussi du droit. Et donc la question qui se pose, c'est si le juge constitutionnel crée du droit, où est la démocratie ici ? Est-ce que le risque, c'est pas que le juge devienne un instrument de domination ? Ça, c'est une question effectivement complexe, comme je le disais, et dans la philosophie républicaine, elle ne cesse d'être discutée.
Il y a certains auteurs républicains, notamment les plus juristes, parce que les philosophes dont je parle, ce sont des philosophes politiques, mais ensuite, ce débat, il a été importé chez les juristes. Et notamment, lorsqu'on lit des juristes états-uniens, eux sont beaucoup plus critiques vis-à-vis du pouvoir du juge, et notamment du pouvoir de la Cour suprême, qu'on pense à Cass Sunstein, par exemple, ou dans une version vraiment là, très radicale, à Mark Tushnet. Mais donc, il y a cette tension et il y a effectivement cette discussion. Il y a une partie des auteurs républicains qui sont assez critiques de cela parce qu'ils ont peur finalement que le juge substitue la volonté majoritaire exprimée par le Parlement à leur propre volonté. Et finalement, on substitue une majorité parlementaire à une majorité de juges. Et pourquoi 5 juges vaudraient plus que 170 députés ou 280 députés? Bon. Ça, c'est un vrai problème. Si je peux me permettre, il y a la question derrière de la légitimité, voire la légitimation de la justice constitutionnelle, et donc de l'action du juge quand il est question de vérifier si les lois, et notamment les droits et libertés, sont bien respectés, particulièrement, la Constitution est bien respectée. Au-delà des critiques qui sont apportées à cette question, notamment par les auteurs républicains, on retrouve quand même beaucoup de théories de la légitimité des juges qui s'appliquent particulièrement à la question constitutionnelle. Peut-être l'objet d'un futur épisode de Balado. Tout à fait. Et alors, si je peux rajouter un point sur la légitimité, ça n'arrange pas les choses comme en France, le juge constitutionnel n'est pas vraiment un juge. C'est-à-dire, en France... Je le rappelle pour vos auditeurs, mais pour être membre du Conseil constitutionnel, il n'y a besoin d'aucune compétence juridique, même pas une licence, même pas rien du tout. Et les nominations sont essentiellement politiques et on nomme d'anciens hommes ou femmes politiques à ces postes. Et donc, au-delà de la légitimité un peu théorique de la justice constitutionnelle dans son ensemble, il y a un problème de légitimité particulier dans le Conseil constitutionnel français. Ce qui est très différent du Canada, puisque ce sont... véritablement des juristes de carrière qui sont d'abord avocats pendant minimum 10 ans, puis magistrats, et il y a tout un processus extrêmement complexe à passer avant de pouvoir devenir juge de la Cour suprême, et c'est un extrême honneur pour les juristes qu'ils deviennent. Et justement, par rapport à ces théories de la légitimité, ces théories ont tendance, peut-être à l'inverse du républicanisme, à au contraire promouvoir la justice constitutionnelle et à expliquer en quoi les juges sont légitimes. Et ça, c'est particulièrement dans le cas des théories qui sont développées au Canada. Mais je te laisse poursuivre, excuse-moi. Non, donc ça, c'est le premier sens du gouvernement des juges. La première difficulté, c'est qu'arrive-t-il si le juge constitutionnel, par exemple, se substitue parfois à la majorité? Il y a 2 autres sens au gouvernement des juges. Il y en a un sur lequel je vais aller rapidement, c'est un peu ce qu'on appelle la pénalisation de la responsabilité politique. On a vu naître dans plusieurs États des procès qui ont été faits pour mauvaise gestion. Ça a été le cas en France, par exemple, pour la pandémie de Covid-19, où le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, les 2 ministres de la Santé de l'époque, M. Véran et Mme Buzyn, qui ont été amenés devant les tribunaux parce qu'on a estimé qu'ils avaient fait une mauvaise gestion du COVID, enfin de la pandémie de Covid-19, de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Là, pour le coup, c'est une utilisation des juges qui est vraiment écartée par les auteurs républicains. Ils estiment que ces questions de gestion politique n'ont pas à être pénalisées, n'ont pas à être discutées devant un tribunal. Il y a une instance pour discuter de la gestion par un gouvernement de la gestion d'une pandémie. Cette instance, ça s'appelle le Parlement. Et donc là, effectivement, il y a une tendance peut-être un peu critiquable de nos sociétés occidentales à voir dans le juge la solution à tout, et finalement même à des mauvaises gestions, ou prétendues mauvaises gestions d'ailleurs, puisque c'est souvent des opposants politiques qui vont saisir les tribunaux en ce sens-là. Donc là, effectivement, il faut écarter ce point. Le troisième cas où l'on parle de gouvernement des juges, c'est les 2 exemples que je vous donnais tout à l'heure sur finalement les sanctions pénales qui sont exercées à l'encontre de personnels politiques qui utilisent leurs fonctions pour un tout autre objectif, notamment pour soit détourner de l'argent, embaucher certains de leurs amis, etc., etc. Bon, là,
pour le coup, les auteurs républicains sont plutôt favorables là à l'intervention du juge. Ils ne parlent pas du tout de gouvernement de juge dans ce cas-là, parce qu'il y a une thématique fondamentale dans la philosophie républicaine, c'est la thématique de la vertu civique. Ils opposent la vertu et la corruption. Qu'est-ce que la corruption pour les auteurs républicains ? Là, ils reprennent Machiavel, notamment. La corruption, c'est la confusion entre l'intérêt général et les intérêts privés des gouvernants. C'est-à-dire un État ou, disons, une communauté politique est corrompue lorsque un gouvernant utilise ses fonctions, non pas pour défendre l'intérêt général, mais pour défendre ses intérêts à lui, ses intérêts particuliers. Et là, pour le coup, les auteurs républicains ne défendent pas l'idée selon laquelle ça renvoie à la morale de chacun et on devrait faire confiance aux personnalités politiques pour ne pas être corrompus dans ce sens très large, pour être vertueux. Non, eux, ils défendent l'idée selon laquelle on doit mettre en place des mécanismes institutionnels pour favoriser cette vertu citoyenne. Et cette vertu des gouvernants, c'est ce que Jean-Fabien Spitz appelle l'institutionnalisation de la vertu. Et par quoi passe cette institutionnalisation de la vertu ? Ça peut passer par des mécanismes ex ante, du type faire des déclarations de patrimoine, avant de prendre un poste et après, comme ça on voit si vous vous êtes enrichi, faire des déclarations d'intérêt. Parce que, par exemple, si vous êtes ministre de la Culture et que votre mari est directeur d'une grande maison d'édition, ça peut causer des conflits d'intérêts. Bon, ça, c'est plutôt les mécanismes ex ante qui existent dans certains pays, des systèmes de déclaration, etc. Et il y a des mécanismes ex post de sanctions pour sanctionner les atteintes à la vertu publique. Et donc là, les auteurs républicains sont plutôt favorables à l'intervention des juges. Ils ne voient pas du tout un gouvernement des juges, d'autant que là, il ne s'agit pas pour les juges de gouverner ou de se substituer aux gouvernants. Il s'agit pour les juges de sanctionner le fait que des gouvernants utilisent leurs fonctions au-delà de ce qui leur est permis. Donc on est vraiment dans l'application du droit pénal standard. Et ça a été le cas, par exemple, pour la récente condamnation de Nicolas Sarkozy. Les juges de première instance, on verra ce que dit l'appel, mais les juges de première instance ont estimé qu'il avait utilisé ses fonctions de président de ministre, utiliser ses fonctions de ministre pour aller chercher des financements dans des pays peu recommandables comme la Libye et de façon non légale. Merci Thibaut, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps ce matin de venir discuter avec moi, d'avoir apporté autant d'éclaircissements sur ce qu'est le républicanisme et là particulièrement sur la question du pouvoir des juges, mais aussi et surtout avant ça sur le maniement, voire parfois l'instrumentalisation dont cette notion peut faire l'objet dans les partis politiques. Les distinctions étaient très claires, merci pour ça. En effet, je pense que si le droit et la politique sont souvent imbriqués, il apparaît quand même essentiel ici de déterminer dans quel cadre cette notion de républicanisme, tout comme de nombreuses notions juridiques en réalité, doivent être distinguées, soit qu'on en parle dans le cadre politique ou juridique, et c'est important de le faire, parce que ça implique des conséquences tout à fait différentes. Donc merci d'avoir expliqué ces distinctions qui sont essentielles, particulièrement au regard de l'actualité, que ce soit en France, au Canada ou encore aux États-Unis. Chers auditeurs, chères auditrices, vous venez d'écouter Affaires d'État, des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode du balado.